Dans son livre La Cour des miracles, Michel Onfray explique comment Macron a été élu. Je vous fais la lecture du dernier chapitre où j'ai fait partiellement des sélections. Dimanche 7 mai 2017. Le dispositif a bien fonctionné. Comme prévu par le capital, Emmanuel Macron a été élu dans le fauteuil du général de Gaulle. Si ce n'avait été lui, ça aurait été Fillon en second choix. Il fallait placer à ce poste un serviteur de l'État maastrichtien, ce Moloch totalitaire qui impose la religion du veau d'or et place ses desservants là où ils doivent se trouver pour bien faire fonctionner la machine. Au moment de l'hystérie française anti-Trump, j'avais écrit dans Le Point et dans l'Obs qu'il n'y avait rien à craindre de ces rodomontades et de ses promesses, car il était une ruse de la raison capitaliste. Comme Hillary Clinton, il était le candidat du capitalisme, et une fois élu, il était certain qu'il ne pourrait rien faire d'autre qu'obéir au capital. C'est ce qui attend Macron dès sa prise de pouvoir. Comment ce dispositif, l'ayant conduit au pouvoir, a-t-il fonctionné ? Avec la grossière simplicité du système médiatique qui est lui-même aux mains du capital. Nombre d'articles parus sur Internet ont donné les noms, les collusions, les journalistes, les supports et ces précieuses informations permettent d'effectuer les organigrammes de ces machines de guerre faisant partie du dispositif. Les hommes d'affaires n'investissent pas dans la presse écrite, les radios ou les télévisions par pure philanthropie. Ils se servent de ces supports qui sont par ailleurs grassement financés par l'argent du contribuable, sans lequel ils s'effondreraient, pour vendre les produits qui leur permettent des retours sur investissement. Pour un patron de presse ou d'industrie, des patrons ou des assurances, des communications ou de la grande distribution, des banques ou des médias, le chef d'État est un produit qui permet un retour sur investissement. L'argent circule à flot dans les perpétuels renvois d'ascenseurs qui font communiquer ces dispositifs. Quiconque pointe un doigt généalogique sur cette machine de guerre capitaliste passe pour un complotiste. Qu'on y prenne garde, celui qui stigmatise le complotiste a la plupart du temps intérêt à cacher qu'il fonctionne comme une pièce majeure dans cet appareil, le système, comme il est dit parfois. Qui peut nier en effet que l'incroyable nombre des unes et d'articles consacrés à Macron pendant des mois n'ait pas permis le passage de l'ombre du banquier d'affaires chez Rothschild à la lumière de l'homme providentiel qui abolirait la séparation entre la droite et la gauche. Quand il n'y a plus de droite ni de gauche, alors on peut gouverner à droite toute, en prétendant qu'il ne saurait y avoir d'autre politique que celle qu'il propose de façon floue et qui n'est en fait que la toute-puissance des marchés, paradoxalement imposée par l'État maastrichtien. Une fois la machine de guerre médiatique mise en place, quel était son plan de combat ? Il fallait tout faire pour transformer une élection en 2 tours, facile à perdre, en élection à 1 tour, assimilable à un plébiscite, plus facile à gagner. Rien de mieux pour ce faire que de pousser Marine Le Pen autant que possible pour qu'elle soit au second tour, tout en accompagnant ce mouvement d'une stigmatisation dans les médias afin qu'elle ne soit pas élue. La machine de guerre a donc rendu possible la participation de Marine Le Pen aux élections, tout en disant en même temps qu'elle était un danger pour la démocratie, puisqu'elle portait rien moins que le programme de Vichy, de Pétain et des nazis. Si Marine Le Pen était fasciste, pourquoi lui laisser les mains libres ? Si le système lui a laissé les mains libres, c'est qu'elle n'est pas fasciste, mais que la présentation de ces éléments de langage avait son utilité dans le dispositif. Pour les besoins de la transformation de l'élection en 2 tours en une élection plébiscitaire à 1 tour, il fallait ensuite discréditer ceux qui combattent l'État maastrichtien et défendent une Europe des États souverains. Les éléments de langage sont connus. Depuis Maastricht, voter contre l'Europe libérale, c'est prétendument voter contre toute Europe, comme s'il n'y avait qu'une seule idée possible d'Europe. Donc être nationaliste, donc vouloir la guerre, alors que la guerre civile est à nos portes déjà préparée par la politique, sans partage imposé depuis plus d'un quart de siècle par ce libéralisme totalitaire.
Ajoutons à cela que parmi les éléments de langage repris jusqu'à l'écœurement par la presse dominante, l'électorat en faveur d'une Europe des nations souveraine contre une Europe libérale est présenté comme rural, provincial, campagnard, sous-diplômé, inculte, puis ne reculons devant rien, comme raciste, xénophobe, vichyiste et antisémite. Comment faire passer ces éléments de langage dans la campagne ? En faisant de telle sorte que les candidats qui s'opposent à l'Europe libérale soient caricaturaux. Donc il y avait Jean Lassalle, il y avait Jacques Cheminade, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Asselineau qui dans ce paragraphe n'a pas été mentionné. Tout ce petit monde a, comme c'est étrange, trouvé facilement le parrainage des 500 signatures qui semblent si difficiles à obtenir pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Marine Le Pen, qui, à eux deux et avec des programmes bien moins farcesques, rassemblent pourtant plus de 40% des suffrages. Ces deux-là, d'ailleurs, auront été fluctuants en fin de campagne sur les questions de l'euro, de la sortie de l'État maastrichtien, d'un hypothétique Frexit, d'un abandon de l'euro. S'ils ne voulaient pas être relégués dans le camp des gardiens de chèvres, des lunaires, des martiens, des demeurés ou des bolcheviks, il leur fallait rétro-pédaler, pédaler quand même, retenir le pédalage, pédaler à côté, pédaler en marche arrière, mais faire avancer le pédalo. Au bout du compte, illisibles et peu crédibles sur ce sujet, ces deux-là se sont eux-mêmes condamnés in fine à rejoindre le camp des petits candidats. Ils ont été éliminés. Le sommet de cette déréliction a été atteint lors du débat entre les deux tours par une Marine Le Pen faussement ironique mais vraiment larguée qui crut donner des leçons d'économie à Macron en sortant l'écu comme d'un chapeau de magicien. L'énarque, quant à lui, faussement dubitatif, mais vraiment sidéré, n'a pas su profiter de cet avantage pour porter les stockades qui auraient achevé cette corrida pour longtemps. Que fallait-il faire encore après avoir mis la presse dominante aux ordres et caricaturé l'opposition à l'État maastrichtien pour ouvrir la route aux candidats du système ? Se débrouiller pour que le Parti socialiste explose. Pour ce faire, il y avait des spécialistes en la matière. Il fut facile de bourrer les urnes. Ce bourrage devait permettre de laisser croire que le candidat choisi, apparemment démocratiquement par les primaires, avait été sélectionné par les électeurs. Or, Benoît Hamon a été explicitement désigné par l'appareil socialiste pour perdre après avoir gauchisé un PS qui, de ce fait, ne manquerait pas d'exploser sous les coups de l'aile droite du PS, une sensibilité, comme par hasard politiquement et idéologiquement alliée à Macron. En soutenant Macron dans l'ombre, Hollande réussissait une opération très rentable pour lui. Tuer Montebourg et Hamon, les frondeurs qui ne l'avaient pas soutenu, assassiner Valls qui l'avait lâché en pleine campagne, torpiller Mélenchon qui lui avait pourri la vie, et enfin choisir celui qui proposait d'aller plus loin et plus vite que lui dans la même direction, Emmanuel Macron. La presse dominante en ordre de marche, les opposants à l'État maastrichtien caricaturés et facilités dans leur aventure, le PS explosé pour laisser la voie libre à gauche pour Macron, que fallait-il encore faire pour élargir plus encore la route qui le conduirait vers l'Élysée ? Faire de même avec la droite classique, en l'occurrence celle de Fillon. Sarkozy éliminé, Juppé écarté, restait Fillon, qu'il fallait détruire comme Hamon l'avait été. Comment faire ? La chose est simple, il suffit d'aller chercher dans les poubelles, puis de monter en diamant médiatiquement scintillant les ordures qu'on y trouve. L'homme qui avait construit son image sur une réputation de catholique intègre, fustigeant la saleté des autres, devient du jour au lendemain le tartuffe intéressé par l'argent, qui se fait offrir des montres de collection et des costumes à des prix extravagants par des gens qui avaient bien quelques intérêts à lui faire ce genre de cadeaux obscènes. Pendant des jours et des jours, relayant les informations dévoilées par le Canard enchaîné, de nouvelles dépêches tombaient comme les gouttes du supplice chinois dans la presse dominante.
des emplois probablement fictifs pour sa femme, des salaires versés sur le compte de ses enfants pour des travaux que leur âge leur aurait interdit de faire, des sommes astronomiques payées à son épouse pour de brefs comptes rendus de lecture publiés sous pseudonyme dans la Revue des Deux Mondes, une société de conseil créée à 2 doigts de l'autorisation légale, très richement payée par des conseils que tout le monde ignore. Lesté par ce plomb médiatique, Fillon ne pouvait alors que perdre une élection imperdable. Il l'a effectivement perdue. Bon, j'en passe. Il suit ensuite tout un tas de considérations sur des trucs qui seraient condamnables chez d'autres, tel Macron lui-même, tel Brigitte Trogneux, tel Mélenchon, etc., etc. Mais pour ces autres personnes, rien n'est sorti dans la presse. On s'est acharné sur Fillon. Je reprends un autre passage. En cassant le PS en deux, avec une aile droite récupérable par Macron et une aile gauche sommée de se consoler chez Mélenchon, puis en cassant les Républicains en deux, avec une aile gauche très compatible avec Macron et une aile droite invitée à aller se faire voir chez Le Pen, la route au centre devenait un boulevard pour le candidat du capital. Pendant que les droitiers de la gauche et les gauchistes de la droite allaient chez Macron, les gauchistes de la gauche et les droitiers de la droite n'avaient plus qu'à passer leur tour. Du moins pour cette fois-ci. Résumons la stratégie du dispositif mis en place par le système pour assurer l'élection en un seul tour du candidat du capital dont on est sûr qu'il sera l'homme lige des marchés financiers mondialisés. 1. Lancer la presse du capital subventionnée avec l'argent du contribuable par l'État libéral dans l'aventure en pesant de toutes ses forces en faveur de Macron. 2. Sélectionner, financer et ridiculiser les opposants à l'État maastrichtien libéral condamné à faire de la figuration en jouant le rôle des dits petits candidats. 3. Faire monter le plus possible Marine Le Pen tout en la diabolisant dans le but d'obtenir qu'elle soit au second tour, afin de transformer une élection périlleuse à 2 tours en un royal plébiscite de maréchal à un seul tour. 4. Organiser une grande messe sous prétexte d'antifascisme pour obliger l'électeur à voter Macron sous peine de passer pour un défenseur du national-socialisme. 5. Bourrer les urnes socialistes afin de mettre en avant le candidat choisi pour perdre et casser le PS en deux. 6. Sortir de vieilles affaires pour tuer le tueur de Juppé et de Sarkozy en polarisant le grouillement médiatique sur ces seules affaires et casser les Républicains en deux. 7. Contraindre la gauche et la droite, l'une et l'autre cassées en deux, à choisir le ralliement à Macron ou le cul de basse-fosse des oppositions avec privation des prébendes politicardes qui vont avec et assimilation aux fascistes. Convenons qu'on pourrait ne pas se soumettre à ce dispositif en ne votant ni au premier ni au second tour de cette élection dont j'ai dit depuis des années que son gagnant serait, quoi qu'il arrive, un exécutant de l'État maastrichtien. Précisons pour conclure que par hybris, c'est-à-dire par démesure, 2 personnes ont été les idiots utiles de cette stratégie. L'idiot utile, c'est celui qui, dans le vocabulaire de Hegel, est la ruse de la raison de l'histoire. Il croit agir alors qu'il est agi, il imagine décider alors qu'il est décidé. L'un était agi par sa formidable mégalomanie, l'autre par son incroyable bêtise. Le premier fut pantin de sa vanité, le second la ventriloque de son immense crétinerie. Il voulait être Robespierre, il eut un thermidor sans guillotine, elle souhaite être Jeanne d'Arc, et le feu n'a pas pris. D'abord Mélenchon qui, en refusant une stratégie d'union de la gauche, très tôt avec le PCF de Pierre Laurent et très tard avec le PS de Benoît Hamon, a montré qu'il n'est ému que par son égocentrisme, son narcissisme, sa vanité, sa fatuité. Car le peuple au nom duquel il ne cesse de parler est le moindre de ses soucis. La preuve, l'état dans lequel il le laisse avec cette élection de Macron. Le dégagisme dont il avait fait son mot d'ordre lui a sûrement plus donné raison qu'il ne l'aurait souhaité. Il est au fossé. Ensuite, Marine Le Pen, qui, plus que jamais illustre,
à ravir la thèse du livre que Renaud Dely lui consacre sous le titre « La vraie Marine Le Pen », avec cet excellent sous-titre « Une bobo chez les fachos ». Son projet politique ne tenait que dans la configuration d'une sortie de l'État maastrichtien. Elle a eu une décennie pour travailler sur ce sujet afin de la défendre dans le débat de second tour dont elle savait qu'elle y serait. Elle ne l'a pas travaillé, chacun l'a vu, elle est au fossé. Le système s'est réjoui de l'hystérie de Mélenchon et de l'impéritie de Le Pen. Face à ces deux catopléba, le monstre qui, dans la tentation de Saint-Antoine de Flaubert, se dévore lui-même, il n'avait nul besoin de concentrer ses troupes de ce côté-là. D'ailleurs, le soir du premier tour, l'élection était déjà jouée. 2 semaines plus tard, ceux qui en auraient douté doivent cruellement en convenir. Ces 5 prochaines années vont être celles d'un capital qui dispose à l'Élysée d'un agent plus zélé que Hollande, dont la flaccidité empêcherait la brutalité, d'un agent plus zélé ou plus ductile, plus souple, plus malléable, plus jeune, plus banquier aussi. Hollande peut se réjouir, il quitte l'Élysée en ayant placé un homme lige qui aura plus que lui le courage de ses idées, ce qui n'est pas difficile. À cette aune, il peut désormais guetter sa cote de popularité. Nul doute qu'elle remontera pendant les 5 prochaines années. En revanche, celle de Macron entame sa chute dès demain. Je remercie Michel Onfray pour la précision de son analyse et la qualité de son vocabulaire.